Non, tout d'abord, je suis très heureux et très honoré, à vrai dire, d'introduire quelque part ce colloque. La pluridisciplinarité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Et si je suis là, c'est d'ailleurs parce que je pense que si on veut faire un bout de chemin ensemble, il faut se connaître. Et c'est donc pour nous, en tant que médecins, très important, et je dirais médecins au sens beaucoup plus large, scientifiques, on va dire, des sciences biologiques, par exemple, aussi de comprendre quelles sont les thématiques qui vous animent, et vous, de l'autre côté, de voir aussi ce que nous faisons. Et notre objectif, et c'est ce qu'on essaye de faire à l'IEHCA, c'est d'essayer de trouver des points de convergence pour travailler demain, et on pense d'ailleurs que c'est une grande force de notre université que d'aller dans ce sens-là. Voilà. Alors donc, je ne sais pas si mes diapos... Il faut que j'appuie sur le bouton, peut-être. Voilà. Donc qui je suis? Je suis effectivement médecin, et ça tombe plutôt bien puisque le colloque, c'est... prescription, injonction et choix alimentaire. Et bien sûr, pour parler de prescription, je dirais que c'est mon quotidien, donc c'était finalement assez logique qu'on commence de cette façon. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis donc médecin, j'anime ici une unité qui s'appelle l'unité mobile de nutrition. En pratique, nous avons en charge les patients qui soient trop maigres, qu'ils soient trop gros, quel que soit leur âge. Il se trouve que je suis pédiatre, mais mon activité aujourd'hui est quasiment à part égale, sinon même un tout petit peu plus, enfants et adultes. Donc c'est notre quotidien, et donc et je vous expliquerai peut-être à la fin que finalement, dans l'évolution, dans ma perception de mon rôle, actuellement, je trouve beaucoup d'enrichissement à vous côtoyer au jour le jour. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Tours, c'était de travailler avec ces gens-là, c'est-à-dire vous, et que finalement, ça me sert beaucoup. Ça me sert aussi beaucoup au quotidien, avec les patients dont j'ai à m'occuper et qui nous font confiance. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Formidable. Donc l'alimentation peut-elle prescrite? Alors je vais m'appuyer sur mon expérience de médecin, d'accord? C'est quelque chose donc finalement d'assez pratique, et je vais essayer de décliner tous ces éléments qui font le sujet aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais aborder? La dimension de prescription et d'injonction en médecine dans notre pratique quotidienne, pas simplement que la nutrition, l'alimentation. Je vais parler de prescrire la nutrition. Je fais le distinguo ici entre la nutrition et l'alimentation, la nutrition étant quelque chose qui est beaucoup plus technique, on va dire, et vous verrez dans ce que ça veut dire pour nous quand on parle de nutrition en tant que médecin. Je dirais quelques mots sur aliments, alicaments et allégations alimentaires. Alors, je pense que ça fera une belle aussi introduction sur certainement ce que pourra aborder M. Bianchi, parce que vous verrez que finalement, dans ce domaine-là, on dit beaucoup de choses, mais finalement, on ne sait pas qu'il y a une réglementation qui est très importante, et puis surtout, il faut éviter de dire tout et n'importe quoi, ce qui est un petit peu le champ, on va dire, de notre domaine disciplinaire. On pourra en reparler aussi. On parlera d'éthique, c'est un point absolument majeur, et vous avez vu donc au cours de ce programme, vous aurez différentes présentations qui vont nous donner différents aspects justement de ce qui n'est pas sciences humaines et sociales, humanité. Nous avons la grande joie d'accueillir Diana Cardenas, qui est très impliquée dans l'éthique, et j'introduirai un petit peu qu'est-ce que c'est que l'éthique dans notre domaine du quotidien de médecin de la nutrition. Et puis, je finirai sur prescrire l'alimentation cette fois, en m'appuyant sur des situations qui sont des situations du quotidien. Voilà, prescription en médecine. Prescription, c'est quelque chose qu'on réalise, nous, tous les jours. La prescription, de façon très technique, vous savez que quelques professionnels sont habilités à le faire, les médecins, mais pas simplement. Par exemple, vous savez que certaines professionnels, comme les sages-femmes, ont aussi une action de prescription. Et donc, elles vont avoir un rôle dans... sur la façon de donner, de recourir à une thérapeutique. Voilà. L'ordonnance, c'est bien ça, donc je peux la réaliser, elles peuvent le réaliser, et donc ça va indiquer effectivement un traitement à suivre. Alors, initialement, ce n'est pas une histoire simple, puisque finalement,
Maintenant, la prescription, elle est beaucoup plus simple que dans les siècles auparavant. Et ça, vous le savez bien mieux que moi. Mais avant, faire une prescription, c'était aussi ne pas se tromper. Il fallait faire une prescription souvent magistrale. Il n'y avait pas un médicament, une pilule, mais il fallait bien décrire la façon dont préparer le remède, entre guillemets, à transmettre à nos collègues, les gardiens des poisons, c'est-à-dire les pharmaciens. Et donc ça, c'est un point très important. Donc à la fois, on indiquait le recours à un traitement, mais aussi on disait comment le faire, et c'est très important, parce que comme vous le savez, si nos collègues pharmaciens s'appellent aussi, entre guillemets, les gardiens du poison, c'est quand on ne respecte pas certains dosages, comme tout traitement, eh bien, il peut être aussi très nocif, et c'est donc un point majeur. L'ordonnance permet aussi de formaliser quelque part. Alors, on apprend d'ailleurs à nos étudiants comment ça se rédige. Sachez que c'est pas simplement un bout de papier, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre là-dessus. Mais donc, on peut prescrire un médicament, on peut prescrire aussi des recommandations, des actions ou même des examens. Ça donne accès à des médicaments réglementés, comme par exemple les stupéfiants, par exemple, qui sont bien entendu des médicaments où là, la frontière, si vous voulez, entre l'action thérapeutique et l'action toxique, entre guillemets, est très ténue. Donc il est très important que c'est extrêmement contrôlé. Et puis de façon très pratique aussi, ça donne accès au remboursement. Donc voilà les choses que nous faisons tous les jours. Alors d'habitude, quand on est malade, on va chez le médecin, on a de la fièvre, on vous donne un médicament. Le médicament ne fait pas partie de notre vie tous les jours, mais on se dit « Ok, je le prends, je vais aller mieux. » Puis après ça, je ne le prendrai plus. Si vous avez une maladie chronique, vous allez le prendre tous les jours. Mais ce n'est pas tout à fait pareil de prescrire de l'alimentation. Et là, on rentre dans mon cœur de métier. C'est ça que je vais essayer de vous présenter, de vous exposer les difficultés quand effectivement ce n'est pas un antibiotique, un antihypertenseur ou je ne sais quoi, mais qu'on parle bien là de choses qui nous touchent quotidiennement et qui font d'ailleurs beaucoup de nos relations sociales, qui sont l'alimentation. On verra que c'est effectivement pas si simple que ça. Les injonctions, puisque ça faisait partie des titres, finalement en médecine, elles ne sont pas si nombreuses que ça. D'ailleurs, un médecin aura toujours du mal, parce qu'on se pose toujours la question, on se dit soigner par la contrainte, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. On se pose la question de l'efficacité et d'ailleurs de sa pérennité quelque part. Ce qu'on recherche tous, et c'est pour ça qu'on discute beaucoup. Alors, certains d'entre nous, certains sont des techniciens, peut-être n'ont-ils pas toujours perçu ceci, mais ce qu'on cherche à atteindre, c'est l'alliance thérapeutique, cette confiance mutuelle entre le patient et le médecin qui va faire que le traitement va être pris et de la bonne façon. Et vous verrez que on se trompe un petit peu souvent quand un médecin pense qu'il suffit de marquer un truc sur un papier pour que ça soit pris. Finalement, ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Les injonctions, il y en a quand même dans notre domaine. Il y a des obligations de soins, injonctions dans le genre si vous ne faites pas ça, on va vous tomber dessus. Injonctions négatives, j'entends si vous ne faites pas ça, eh bien vous aurez quelque part une sanction. On a des situations, par exemple lors des toxicomanies, lors des agressions sexuelles où il y a une injonction à se faire prendre en charge. Là, pour se faire désintoxiquer, castration chimique, des choses comme ceci. Il y a le signalement des situations préoccupantes chez l'enfant. Et là, encore une fois, la porte d'entrée, quelquefois, d'ailleurs, des dimensions alimentaires. On prend trop de poids, on n'en a pas assez. En d'autres termes, c'est des situations de négligence ou de maltraitance qui vont effectivement devenir injonctifs parce qu'on va faire intervenir. Ce n'est pas le médecin qui va être l'acteur de ça, mais il va commettre la société civile qui va, elle, agir par voie de justice, par exemple, pour placer là un enfant ou par exemple, c'est un exemple que je prends, ou d'autres actions de justice. Il y a des situations aussi où on peut soigner sous contrainte. Ça, c'est beaucoup ce qui se passe en psychiatrie, où quelquefois le patient n'est pas à même, justement, on n'est pas dans la situation de développer cette alliance, même si on le veut. Et quand il y a danger pour la personne, danger éventuellement pour autrui, on est aussi dans une situation où on va avoir une démarche d'injonction. Et puis, quelque chose qui fait partie de notre quotidien, parce que parmi nos activités, nous prenons en charge, et c'est une très grosse activité pour nous, l'anorexie mentale. Je voudrais dire 2 mots de ce qu'on appelle le contrat de soins, ce qu'on appelle aussi le contrat de poids, ce qui est un très très mauvais terme.
On est là dans quelque chose qui est un peu injonctif. C'est-à-dire qu'on va finalement, et dans la logique, protéger la patiente qui ne perçoit pas, je dirais au début, la nécessité de se faire prendre en charge. On va l'engager dans une alliance, mais qui va être formalisée par un contrat. Et souvent, dans ces contrats, eh bien, il y a cette dimension un peu scolaire qui est de dire, si vous faites ceci, vous allez avoir un retour positif, vous allez avoir un bon point, entre guillemets, c'est comme ça qu'on va progresser. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette démarche-là, on ne suit pas tout à fait ça, mais quelquefois, il faut quand même reconnaître que ça marche, parce qu'il faut savoir qu'une personne qui est atteinte d'anorexie mentale, et finalement, il y a deux personnes, vous avez deux personnes en face de vous, une qui est sous l'emprise de la maladie, et puis une autre qui veut éventuellement s'en sortir, et finalement, ce cadre est tout à fait nécessaire pour elle. Mais quelquefois, cette dimension injonctive qu'on essaye d'éviter au maximum, quelquefois, elle est importante et elle va servir aux gens de progresser petit à petit et de reprendre le contrôle d'eux-mêmes. Et puis, tout récemment, eh bien, on a un nouveau truc qui est arrivé là, le pass sanitaire. Le pass sanitaire, si vous n'avez pas votre pass, vous ne pouvez pas participer à cette réunion. Si vous n'avez pas votre pass, vous ne pouvez plus travailler dans un hôpital. C'est ce qui a fait augmenter la vaccination en juin dernier. Et aujourd'hui, si la vaccination bondit, en tout cas la 3e dose, c'est parce qu'on sait que si on n'a pas le pass sanitaire, des choses que nous faisons maintenant régulièrement, peut-être qu'on n'aura plus le droit de le faire dans quelque temps. Donc là, il y a une dimension aussi injonctive. Vous voyez que ce n'est pas si fréquent, mais alors ce n'est pas tout à fait le médecin, on est bien d'accord, mais enfin, on est dans un champ qui est le champ de la santé et donc le champ médical. Donc voici les injonctions. Prescrire la nutrition. La nutrition, c'est donner ce qu'il faut pour que la personne reste en bonne santé ou recouvre une bonne santé. On a des indications pour ça. Là on ne va pas tellement s'intéresser à la façon dont on va le faire, ou plutôt, je vais en dire deux mots, c'est très technique. On a des techniques qui sont, quand l'intestin est sain, de mettre une sonde nasogastrique, c'est-à-dire qui va passer par le nez, qui va aller dans l'estomac et qui va nous permettre de donner une alimentation, une nutrition, à vrai dire, à quelqu'un de façon à couvrir ses besoins. Ça passe par le tube digestif, c'est très technique, et c'est ce qui se passe ici, comme vous le voyez chez cette patiente qui a, vous voyez, une sonde nasogastrique dans le nez et qui est nourrie à cause d'une maladie qu'elle a. Voilà. Ça peut être la nutrition parentérale. Qu'est-ce que ça veut dire, nutrition parentérale ? Quelquefois, l'intestin ne marche pas bien, et donc on le passe par les veines. C'est-à-dire que toute votre alimentation va passer par les veines. Ce n'est pas simplement perfusé comme quand vous arrivez à l'hôpital et qu'on vous réhydrate ou qu'on vous passe quelque chose parce qu'il faudra mettre des médicaments. Non, il s'agit de nourrir complètement l'équivalent de votre steak, votre machin, votre petit déjeuner, tout ça, passe dans une poche qui va passer par les veines. C'est donc quelque chose de très dense. Et ça, on le fait chez des gens qui n'ont pas la possibilité ou qui n'ont pas la fonctionnalité intestinale. Et ça se fait. Vous voyez que là, ça, on le fait tous les jours. C'est extrêmement technique. Là, il ne s'agit plus de savoir d'où ça vient, bien que je vais un petit peu vous dire ce que nous disent certains des patients, mais globalement, on regarde les calories, l'équilibre, est-ce qu'il y a suffisamment de protéines, le sel, le poivre, c'est-à-dire le sodium, les oligo-éléments, les vitamines, etc., l'eau. Et ça, on sait très très bien faire. C'est un acte extrêmement technique et qui est une technique thérapeutique qui est très efficace, mais qui correspond à des indications particulières, comme vous l'avez bien compris. Même dans ces situations-là, les représentations de l'alimentation sont présentes. Une patiente nous a confié voir dans sa poche de nutrition entérale quasiment ce qui avait été mis dedans, c'est-à-dire les carottes, le bœuf, et d'ailleurs on pourrait mêler ça à des évolutions sociétales qui sont de se dire d'où vient-il ce bœuf ? Est-ce que c'est carottes ? Est-ce que la culture est bio ? D'ailleurs je dis souvent aux industriels, peut-être faudra-t-il se tourner parce que c'est certainement quelque chose qui va devenir de plus en plus important dans notre société, ces dimensions-là. Est-ce que, pour la fabriquer, on a été économe en termes de ressources ? Est-ce qu'on a fait attention à l'eau ? Est-ce qu'on a fait attention aux toxiques ? Qu'est-ce qu'on va faire des emballages ? Tout ça
ce sont des points importants et nos patients nous le disent. Comme quoi, même dans quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, artificiel, avant on appelait ça nutrition artificielle, je préfère le terme de nutrition thérapeutique, mais c'est vrai que dans ce setting-là, dans ce cas-là, eh bien, vous voyez que déjà, les patients, ils projettent des choses. Donc ça, c'est très très important et ça marque bien, si vous voulez, les liens, même dans ces situations-là très techniques, qu'il y a entre l'alimentation, entre le fait d'être nourri et la représentation qu'on en a, et c'est assez passionnant. Alicaments et allégations. C'est pas mon boulot de prescrire, entre guillemets, des produits nutritionnels ou alimentaires qui ont telle ou telle propriété. Vous savez que c'est un large champ et que certains de mes collègues passent beaucoup de temps à faire ça. Sachez que très souvent, en fait, c'est quasiment une fraude, parce que quand on parle d'une action, je dirais bénéfique pour la santé, eh bien on rentre dans un cadre lié à une alimentation, on rentre dans un cadre qui est extrêmement strict. On parle d'allégations nutritionnelles, et là on ne pourra dire qu'il y a ou il n'y a pas, ou il y a en grande ou en faible quantité, et puis allégation de santé, c'est-à-dire que cet aliment a une action sur... Vous voyez ici, la vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire, ça on peut le dire, mais la plupart du temps, quand vous regardez des sachets, dans la Biocoop, au supermarché ou par d'autres voies, on vous dira que ça guérit le cancer, que ça guérit ceci, etc., ce qui est une allégation pure. Sachez que ça, c'est très réglementé, c'est la Direction générale, la DGCCRF, la concurrence et la répression des fraudes qui gère ceci. Sachez que c'est en lien étroit avec la communauté européenne, où toutes les allégations qui concernent l'alimentation sont répertoriées, et il n'y en a pas tant que ça, et qu'il faut avoir des preuves, et bien entendu, dans la plupart des cas, ce n'est que des suppositions, et donc il y a une chasse à cette espèce de science, on va dire, qui tend à donner à certains aliments des propriétés qui sont peut-être vraies, mais qui ne sont souvent pas, et qui sont surtout l'occasion de faire un sacré business. Et voilà, donc sachez que ce point-là, c'est bien sûr pas mon quotidien. Mon quotidien est plus celui de ces nutritions dont j'ai parlé tout à l'heure, de prescription de la nutrition ou de prescription d'alimentation, sur lesquelles dont je vais vous parler dans un instant. Alimentation et éthique. Oui, l'alimentation pose des problèmes éthiques. Pierre-Antoine qui est derrière a participé d'ailleurs, l'un de nos collègues de l'UEHA a participé d'ailleurs à un débat que nous avons eu il y a quelques années avec un de mes collègues qui s'occupe de la fin de vie. Et effectivement, quand on est en fin de vie, on peut se poser la question pour nous en tant que médecins et pour les patients et leurs familles, de savoir si oui ou non il faut... Jusqu'où aller, j'entends, parce que techniquement, on sait faire des choses extraordinaires, mais est-ce que ça a un sens? Et ça, quelquefois, ça ne se dit pas comme ça. C'est pas simple, si vous voulez. C'est une des décisions les plus compliquées qu'on ait. Et sachez que ces discussions, on les a en fin de vie, en limitation de soins. Quand le patient s'oppose, quand vous avez une patiente anorexique qui s'oppose alors qu'elle est dans un état effroyable, c'est-à-dire, je ne sais pas, si vous savez que la normalité de l'IMC est entre 18 et 25, mais quand vous êtes à 10 et qu'on vous dit non, 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 je ne veux pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quelquefois, on est amené à contentionner les patients. On est là dans une démarche, je dirais, de soins, d'obligation de soins, qui est compliquée, qui est aussi réglementée. Sachez qu'un juge aussi intervient dans ces situations-là, et on a réglé ce genre de problème. Mesures de protection, de la même façon, c'est ce champ-là. Mais il y a un autre champ dont je voulais vous parler, qui est véritablement celui que va d'ailleurs aborder notre collègue Diana Cardenas. La dénutrition hospitalière, le fait de perdre du poids à l'hôpital, qui est très mal reconnu, particulièrement dans nos sociétés occidentales. Sachez que les enfants, 15% à peu près des enfants qui sont hospitalisés, dans l'hôpital pédiatrique est en face, c'est Clocheville, 15% à peu près des enfants qui sont hospitalisés aujourd'hui ont un état de dénutrition. Il ne s'agit pas, bien entendu, des situations qu'on peut voir
en Syrie ou avant au Biafra ou autre chose, mais il n'empêche que c'est une situation qui est à même de compromettre leur état de santé, leur convalescence, qui favorise les complications, etc., etc. 15% seuls, vous voyez une petite fraction de ceci, encore à nouveau 15%, il se trouve que nous faisons, je suis engagé dans cette démarche-là depuis maintenant plus de 20 ans, 20-25 ans, qu'on connaît très très bien les chiffres qui sont toujours les mêmes, mais seuls 15% de ces enfants vont recevoir une thérapeutique nutritionnelle. Et puis aussi, on ne la reconnaît pas toujours, et j'ai aussi, c'est une grosse partie de mon boulot que de faire la promotion de la reconnaissance de cette situation qui encore est trop peu souvent reconnue. Alors où est l'éthique là-dedans? Ben oui, on a le droit à la santé. Quand vous êtes malade, effectivement, on doit vous prendre en charge. La société va faire en sorte qu'on ne vous laisse pas sur le bord de la rue. Et c'est la même chose. Il y a des programmes qui font que les gens qui meurent de... Alors je vous dis, est très large, comme vous le savez, malheureusement, ça ne règle pas tout. Néanmoins, il y a des programmes humanitaires, internationaux, etc., qui font que ceux qui sont dans des situations de famine, on puisse leur donner accès au minimum. Mais quand on est à l'hôpital... Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le droit à la santé? Ben non, il y est déjà. Est-ce que c'est le droit à l'alimentation? Et ça, c'est l'argumentation que développe Diana Cárdenas. Elle dit peut-être que c'est un droit fondamental qu'il faudra défendre pour faire progresser cette situation que de dire qu'il faut qu'il y ait un droit à la nutrition thérapeutique. Et c'est ça dont elle vous parlera beaucoup mieux que moi, qui a été à l'origine d'un position paper international. Vous verrez qu'elle a réussi à rassembler autour d'elle des sociétés de par le monde, américaines, asiatiques, européennes, etc., pour défendre ceci. Et c'est, je pense, le début d'une belle histoire, dans laquelle d'ailleurs l'IEHCA contribue un petit peu, parce que aborder, vous voyez, des questions médicales de cette façon, c'est aussi aborder des problématiques pour lesquelles nous, médecins, on est complètement incompétents, le droit, les dimensions philosophiques, etc. Alors, on les perçoit, mais j'ai aucune compétence là-dedans. Donc, j'ai besoin de vous, de mes collègues de l'IEHCA qui m'ont fait connaître et qui nous ont fait connaître des gens pour effectivement aller plus loin dans ces domaines. C'est absolument fondamental. Alors bon, est-ce que l'alimentation peut être prescrite? Et là, je parle bien de l'alimentation dans sa globalité. Et ça, nous avons, c'est pas un modèle, mais c'est une grosse partie de mon activité, c'est l'obésité. D'accord? L'obésité, c'est un problème que tout le monde connaît, bien sûr, problème de santé publique majeur, voilà. Et que globalement, il n'y a pas besoin de sortir de sortir d'une grande école pour comprendre que, et ça reste toujours vrai, que si on est trop gros, c'est tout simplement qu'on mange plus que ses besoins. Et normalement, ça devrait être assez simple. À nous, à travailler avec des techniques d'éducation thérapeutique, de sensibilisation, etc., à faire comprendre les choses, mais beaucoup des gens, finalement, le savent très bien. Alors, est-ce que là, il suffit de marquer peut-être manger déjà de façon régulière, peut-être arrêter les chips, manger un petit peu plus de légumes, etc. Tout le monde le sait, on l'a dans tous les journaux. Et pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas, ça? Pourquoi? Tous les médecins le font, ils prescrivent des techniques. Ils le font, et c'est très important, parce qu'ils soignent aussi, un médecin est authentiquement impliqué dans le traitement de son patient. Alors, il soigne aussi sa propre anxiété, mais est-ce que ça marche? Et pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas parce qu'ils ont des maladies génétiques et des trucs comme ça. C'est à peine 5%, à peine 3% peut-être de ces obésités que nous pouvons avoir. Non, c'est un problème qui est en lien certainement avec la société, avec les représentations de l'alimentation, et c'est là encore une fois que c'est très important. Je vous donne quelques exemples. Famille. Ben oui, prenons le cas de l'enfant. L'enfant peut être motivé, il peut en souffrir de ça. Il est mis à côté, il voudrait bien essayer. Le problème, c'est que si la famille autour d'elle ne suit pas la même évolution, il ne se passera rien. Et ça, je l'observe tous les jours. Donc il faut qu'il y ait une cohérence, qui est un terme important, entre ce que votre patient fait et son environnement. Si vous ne l'avez pas, voilà, il n'y aura pas d'amélioration, voire même, il y aura souvent un renforcement de la stigmatisation qui va être une cause de souffrance ajoutée. C'est absolument catastrophique. L'histoire personnelle, oui, s'intéresser, dites-moi comment vous mangez, ou j'observe, mais surtout, qu'est-ce que ça révèle? Nous, ce qu'on fait tous les jours, c'est s'apercevoir que dans 84%, la majorité des cas,
on a des situations de stress majeur, quelquefois des psychotraumatismes, ça peut être des violences sexuelles, ça peut être un certain nombre de harcèlements, un certain nombre de choses comme ça, qui vont conditionner finalement le comportement du patient vis-à-vis de l'alimentation. Tout le monde sait que quand on est triste, on boulotte. C'est normal, on fait tout ça et ça nous soulage. Donc quand on va plus loin, d'intégrer cette dimension-là, si vous n'avez pas compris et vous prescrivez, entre guillemets, un programme thérapeutique très bien foutu, etc., à quelqu'un sans comprendre que sa démarche initiale, c'est de dépasser une situation qui pour il ou elle est insupportable, eh bien vous passez complètement à côté de la plaque. Il ne faut pas vous interroger, il ne faut pas vous étonner que ça ne marchera pas. Donc vous avez compris que ça, c'est fondamental. La culture, c'est pareil, ça souvent, surtout ici. Ah oui, mais non, vous comprenez ce que vous nous dites, c'est bien, mais vous savez, dans notre famille, on est agriculteurs depuis X générations, on travaille dehors. Non, le matin, il faut la rillette, le midi, il faut la rillette, et le soir aussi. Bon, c'est la petite histoire. C'est pour vous dire tout l'intérêt que j'ai à travailler avec nos collègues historiens. Pas pour comprendre qu'ils bouffent de la rillette tous les jours, mais parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus profond dans la structure du repas et dans plein de choses et des dimensions qui sont absolument majeures si vous voulez aider un tant soit peu vos patients. La vie sociale, c'est majeur. La vie sociale, c'est la convivialité, c'est fondamental. C'est le rapport avec l'autre. Quand on a des amis qui viennent, ils viennent à la maison et la plupart du temps, on partage un repas. Donc vous comprenez la symbolique très forte qui est autour de ça, sans compter le côté que telle personne va peut-être être appréciée par son côté bon vivant. Si vous lui dites, ben oui, mais d'accord, vous avez fait un infarctus, etc. Alors, l'infarctus étant un problème un peu particulier, parce que d'habitude, les gens ont un peu peur. À vrai dire, tant qu'ils n'ont pas eu quelque chose de brutal dans leur vie, c'est mis de côté. On dit, oui, ça relève des bonnes décisions du 1er janvier, si vous voulez. Et le 15 janvier, ça s'arrête. Donc, voilà, on a affaire à tout ça, et tout ça conditionne les choix. Donc vous comprenez qu'effectivement, prescrire l'alimentation, pour nous, ça dépasse largement le fait de décrire ça. Et à vrai dire, surtout actuellement, en 2021, un robot pourrait très très bien, de l'intelligence artificielle, parce que le robot, ça fait un peu restrictif, mais pourrait très très bien dire ce qu'il faut faire. Et le bon sens, d'ailleurs, le sait très bien, voire même la personne elle-même. Donc si elle ne le fait pas, c'est qu'il y a d'autres choses, et c'est ça qui est important. Voilà. Alors pour finir, eh bien, vous avez compris que prescrire l'alimentation, c'est pas simple, par sa symbolique. Alors là, vous avez ce qui est, ce qui se passe souvent. Vous avez un médecin fort de ses connaissances, de son statut. Vous voyez qu'il a le stéthoscope autour du cou, donc c'est quelqu'un de sérieux. Là, c'est important. Il va vous dire pas d'alcool, pas de sexe, pas de tabac, pas de machin, etc., etc. Et puis l'autre, de l'autre côté, il va dire oui, mais lui, ce qu'il va penser, c'est surtout plus de médecin. Donc voilà, c'est ça notre problématique. L'alliance, c'est ça qu'on veut faire. Et c'est pour ça que, personnellement, j'ai besoin de vous. C'est-à-dire que quand on est dans cette démarche-là, eh bien, effectivement, si on veut embrasser toutes les dimensions de ce qui peut créer un problème lié à l'alimentation, on est obligé effectivement d'aller beaucoup plus large. Alors c'est peut-être aussi l'effet de l'âge, mais c'est vrai que maintenant je trouve beaucoup plus d'intérêt. Alors on continue à faire des sciences, ce que vous avez dit tout à l'heure, dures, mais encore une fois, me tournant vers mes patients, je pense que l'ouverture que vous nous procurez à voir vos approches, et j'espère aussi que ça sera la même chose de votre côté, eh bien, c'est ça qui me permet de progresser, c'est ça qui fait toute la richesse des choses. Voilà, messieurs, dames. Je ne sais pas si on discute. Merci. Ça marche pas ? Bon, je vais prendre celui-là. Merci beaucoup, Régis, pour cette passionnante synthèse. Où vraiment, oui, je pense qu'on a compris quelque chose quand même là, tu vois. Et comme on a compris, mais on a quand même des questions, je pense. Et je pense que vous avez des questions à soumettre à Régis. N'hésitez pas, parce que tu as aussi beaucoup besoin de psychologues, si je comprends bien. Affirmatif.
Bon. C'est très important. J'aurais même tendance à dire, vous savez, l'alimentation, enfin les problèmes nutritionnels, on a toujours dit la diététicienne. Aujourd'hui, je mettrai en avant la psychologue. Ça ne veut pas dire que la diététique n'est pas sa place, bien loin de là. Mais on a toujours, encore une fois, c'était, à mon avis, une attitude un peu restrictive, un peu technique. Il faut impérativement s'intéresser à ce que veut dire ce signe qui est soit trop maigre, soit trop gros. Ça a un sens, encore une fois, et ça, c'est fondamental. Alors, soit vous avez vous-même déjà suffisamment d'ouverture, et d'ailleurs, il faudra, entre guillemets, le vendre à votre patient. Vous avez compris que l'alliance est un point important. C'est pas faire passer, tiens, vous êtes dans un circuit d'obésité, vous allez voir la diététicienne, la psychologue, etc. Si vous expliquez pas ça à votre patient et l'intérêt, il n'ira pas non plus la voir et il ne se passera pas grand-chose. Donc, encore une fois, oui, mais il faut aussi ouvrir dans l'esprit de votre patient cette dimension-là. Et ensuite, effectivement, il y a des spécialistes qui vont savoir fouiller et avoir des méthodes. Je ne suis pas psychologue, mais il est évident que de traiter, par exemple, la gestion des événements de vie que les gens ont pu avoir, et de façon à déjà les reconnaître et puis les intégrer dans quelque chose qui est plus large que leur façon de manger, c'est très très important. Ouais, tout à fait d'accord. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question ? Sinon, je continue, alors tant pis, il sera un dialogue. Il y a quelqu'un... Oui. Bonjour, merci. J'avais juste une question d'éclaircissement de vocabulaire, à savoir ce que vous entendiez par nutrition thérapeutique, et savoir s'il y avait une définition qui faisait consensus auprès des médecins, auprès de l'ensemble du corps des acteurs de ce champ-là, donc que ce soit de la nutrition, de la médecine, etc. Parce que j'avais fait quelques recherches et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de définition très consensuelle. Dans votre présentation, vous avez noté principalement donc le recours à la nutrition entérale et à la nutrition parentérale. Et je me demandais du coup si vous comptiez aussi dans la nutrition thérapeutique ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'accompagnement plutôt diététique, l'accompagnement nutritionnel sous forme de coaching, on va dire, et tout ce qui est CNO aussi. Alors, merci de cette question. Vous avez parfaitement raison. À vrai dire, je sais pas que je suis un peu seul, mais quelques personnes utilisent ce terme de nutrition thérapeutique. Et je vais peut-être vous expliquer l'historique à mon tour de cette histoire-là. Je suis issu, en tant que médecin, de sociétés qui qui avaient leur fondement dans justement ce qu'on appelait à une époque la nutrition artificielle. La nutrition artificielle, c'est ce que je vous ai décrit, c'est la sonde nasogastrique, c'est la nutrition parentérale. Je suis issu de ça et je suis un spécialiste de ce genre de trucs. C'est ultra technique, d'accord ? Les gens, dans nos congrès, s'écharpent pour savoir combien il faut mettre de millimol de machin, est-ce que tel substrat est mieux que l'autre, etc., etc. Ça s'appelait nutrition artificielle. Et puis, nutrition artificielle, c'est pas un très bon terme. C'est un peu, non seulement c'est restrictif, et c'est pour ça que certains d'entre nous ont préféré utiliser le terme de nutrition thérapeutique. Voilà pourquoi. Et effectivement, ce terme, vous ne le trouverez pas beaucoup, mais moi, quand j'écris toujours ça. Et quelque part, je remets toujours en cause, souvent quand c'est des habitudes finalement, mais je trouve que ça ne rend pas compte des dimensions, parce que c'est des outils thérapeutiques aussi extrêmement puissants, et je trouve que c'est mieux d'utiliser ce terme-là. Donc ça, c'est une chose. Je mets dans ce champ-là ce que vous avez appelé les CNO, c'est-à-dire les compléments nutritionnels oraux. Parce que c'est à peu près la même catégorie, on va dire, de patients. Vous avez compris que là, le problème, c'est plutôt la dénutrition. On est dans une dimension de santé majeure, c'est-à-dire que ces gens vont compromettre, je dirais, leur pronostic du fait d'un poids insuffisant. Le problème, quand on perd du poids, c'est pas de perdre du gras, ça on est plutôt mieux, mais c'est surtout de perdre, entre guillemets, du muscle qui nous permet de faire face à des situations d'agression. Par exemple, quand il faut cicatriser, quand il faut faire des anticorps quand on est infecté, des choses comme ceci.
Donc c'est ce champ-là, effectivement, dont je parle, et je mets les compléments nutritionnels oraux dans ce même paquet. Sachez que c'est très intéressant, cette histoire des compléments nutritionnels oraux. Ils sont très utiles en pratique. Si vous ne connaissez pas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble tout simplement à des petites bouteilles de lait, on va dire, qui sont en fait extrêmement adaptées aux besoins des patients. Là, il y a plus d'énergie, là, il y a plus de protéines, de ceci. C'est parfaitement équilibré. C'est un complément, c'est-à-dire que ça ne se substitue pas à l'alimentation. Et ça permet, quand effectivement on ne mange pas assez, d'avoir des nutriments en plus pour faire face à des situations des situations médicales. Voilà, je vous dis, un cancer, une infection, un polytraumatisme, le Covid, par exemple, qui, comme vous le savez, augmente, comme beaucoup de maladies aiguës, augmente les besoins. Ça, c'est le champ de ceci. C'est pas parce que on est dans ce champ-là qu'il n'y a pas des représentations, comme je l'ai très bien dit, quand ma patiente m'a expliqué qu'elle voyait effectivement les carottes tomber dans sa sonde. Je me suis dit que c'était intéressant quand même, parce que pour nous, c'était une poche avec tant de protéines, tant de lipides, etc., etc. Ce que j'ai dit, je ne le mets pas effectivement dans la nutrition thérapeutique. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu le distinguo entre nutrition et alimentation. Je considère que quand on est notamment dans la prise en charge de l'obésité, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus intégré. C'est pour ça que je préfère parler d'alimentation. À vrai dire, cette discussion, on l'a eu beaucoup à l'IEHCA, et c'est peut-être d'ailleurs à votre contact que j'ai aussi un petit peu changé ma façon de parler. Parce que quand je parle d'alimentation, c'est certes fournir ce qu'il faut pour vivre, mais ça intègre aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire pourquoi pas la convivialité, la présentation, la gastronomie au sens large, qui d'ailleurs inclut, comme vous le savez, des dimensions de santé et de sécurité alimentaire. Et c'est pour ça que j'utilise ces termes-là. Et à mon avis, quand on est dans le champ de l'obésité, qui est une grosse activité pour beaucoup d'entre nous, on est plus dans ce champ-là que dans le champ de la nutrition. Nutrition, c'était peut-être le terme qui était utilisé avant, mais il faut quand même reconnaître que ça ne marche pas très très bien, et peut-être parce qu'on a loupé justement ces dimensions-là. C'est pour ça qu'actuellement je fais ce distinguo. Une autre question ? Lorsque vous avez parlé des alicaments, vous avez mis vraiment l'accent sur la problématique, dans le sens... Dès que les juristes s'occupent d'alimentation, ils ont besoin de la science, oui, parce qu'ils ne peuvent pas légiférer sans avoir des fondements scientifiques. Et la conclusion a été qu'il y en a très peu. Dans la plupart des cas, ils ne servent pas à grand-chose, pas plus que ils n'ont pas vraiment les effets miracles que l'industrie voudrait avoir. Et alors, dans ces mêmes contextes, qu'est-ce que vous en pensez d'un autre projet qui est en cours actuellement? Il est dans des phases d'expérimentation, dans certains cas des phases simplement volontaires. En France, il est très répandu, c'est les Nutri-Score. Donc oui, l'effet que l'industrie, sous la houlette un peu du ministère de la Santé, mais en général pas dans un cadre réglementé d'un point de vue juridique, essaye alors de donner des prescriptions au grand public. Et alors, comment vous pouvez, en tant que scientifique, justifier qu'une couleur, donc une appréciation sur un seul aliment, peut nous dire que cet aliment-là est équilibré et sain, lorsque l'équilibre et la santé sont les fruits d'un régime et pas dans la consommation d'un seul aliment? Merci. Non, c'est une excellente remarque. Alors, bon, il se trouve que je connais bien Serge Herzberg et que je suis depuis le départ un soutien à son action. Serge Herzberg, c'est celui qui promeut le Nutri-Score en France, comme vous le savez, avec beaucoup de polémiques. Le gros des polémiques étant que souvent l'industrie a un peu peur, et pas non plus, et c'est vrai qu'il y a question là-dessus. C'est vrai que c'est très, c'est trop simpliste, effectivement, d'étiqueter un aliment, un produit, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, parce que on est là plus dans le champ du commerce, avec une étiquette verte, rouge ou noire, pourquoi pas, quand c'est très très mauvais. Donc effectivement, alors là, il y a un véritable souci aussi. Et là, encore une fois, je dirais l'IEHCA peut apporter beaucoup.
Je pense que dans notre société, en France, mais en Italie, c'est la même chose. En gros, en Europe, on est quelque part un petit peu protégé par des dimensions culturelles qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on a une certaine notion des choses. Mais force est de constater quand même, et quand on voit les gens quelquefois en consultation, ils sont un petit peu perdus, voire même complètement perdus par les messages. Et d'ailleurs, comme aux États-Unis, ils ont l'impression que leur bon sens ou leur culture ne permet pas de savoir si c'est bon ou pas. Et donc, il faut quelque part avoir un espèce de témoin. En d'autres termes, je pense qu'il y aura toujours ceux qui en connaissent beaucoup, et effectivement, le Nutri-Score sera certainement trop restrictif pour eux. Mais pour ceux qui sont complètement à côté de la plaque, d'avoir quelque chose de simple, eh ben, ça peut quand même aider. Parce que c'est vrai que si effectivement il y a une étiquette rouge sur des boîtes de soda ou je ne sais quoi, des choses extrêmement sucrées, ben, au moins, ça attirera un petit peu leur attention. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous que pour nous, c'est évident que c'est pas adapté, mais on est le haut du panier ici. Enfin voilà, on a non seulement une culture, des connaissances pour la majorité d'entre nous, et bien entendu, c'est trop simpliste. Voilà, il y a aussi une démarche, quand on traite avec la population au sens large, on est obligé de faire un petit peu la part des choses, d'intégrer un certain degré d'imperfection, faute de quoi, à faire trop compliqué, on n'est pas perçu enfin, on n'est pas compris. Et voilà, à mon avis, voilà les éléments qui sont importants pour défendre, on va dire, ou en tout cas discuter ce Nutri-Score ou toute autre stratégie qui irait dans le même sens, qui est forcément réductrice, mais voilà. Oui, moi j'aimerais bien ajouter quelque chose à cette affaire de PPNS et du Nutri-Score. Je pense que si on le pensait comme une source d'information et non pas de prescription, oui. Et ça, peut-être qu'il faudrait insister sur cet aspect informationnel, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'être éduqués, c'est pas de leur faute. Je veux dire, il n'y a pas d'enseignement nutritionnel à l'école, par exemple. On pourrait avoir un enseignement nutritionnel de base à l'école. On ne l'a pas. Donc, le Nutri-Score sert à informer les gens. Certes, le foie gras, c'est gras. Bon, alors, il y a une couleur qui vous indique que c'est gras. Mais si vous mangez 10 grammes de foie gras, je veux dire, dans votre régime bien équilibré, ça n'a aucune incidence. Donc, imaginez que ce Nutri-Score est une prescription. À mon avis, c'est une erreur. Et peut-être que là-dessus, il y a quelque chose à faire. Parce que, évidemment, les industriels sont fous furieux à cause du Nutri-Score, parce qu'on attire justement l'attention du consommateur sur la composition de leurs produits. Et c'est ça que les consommateurs devraient pouvoir savoir, c'est comment sont composés les produits, de quels éléments ils sont faits et ce qui est à recommander ou pas, mais cela dépend aussi des quantités, ça dépend aussi de ce qu'on mange par ailleurs, etc. Donc c'est toute une question d'information, mais générale de la population, tout à fait me semble-t-il. Oui, je suis tout à fait d'accord. Avec la difficulté de communiquer au plus grand nombre. Voilà. Et ça, c'est le vrai problème. C'est un véritable enjeu. Et je trouve que pointer le Nutri-Score comme le font les industriels, c'est totalement injuste. C'est totalement injuste. Oui, enfin bon, eux, ils le voient de leur façon. Mais bien sûr, ils défendent leurs intérêts. Bien sûr. Donc voilà. On va peut-être en rester là pour les questions. Oui, on avait encore 5 minutes, mais si personne n'a envie de poser d'autres questions. Éventuellement, je me faisais une remarque, je m'étonnais presque de l'absence sur ces questions de prescription et d'injonction, et là je m'adresse au comité scientifique qui a organisé le colloque, et puis bien sûr au médecin qui est Régis Anka. Dans ce magnifique programme, l'absence des prescriptions d'injonction liées à la consommation d'alcool. Oui. Donc, alors, est-ce que vous avez eu aucune proposition sur le sujet dans le cadre des... Ou est-ce qu'on est hors sujet? Là, c'est une question au médecin. Donc,
On connaît tous les prescriptions, il ne faut pas boire plus d'un verre de vin par jour, ou deux quand on est... Enfin, que sais-je. À mon sens, voilà, donc, à vous côtoyer tous les jours, je pense qu'il faut intégrer l'alcool dans le lot, mais pas l'alcool par l'alcool, c'est-à-dire le mets, encore une fois, tout ce qui va avec l'alimentation. On fait ici des réunions pour d'ailleurs discuter je dirais, du meilleur choix entre les mets et les vins. Vous avez fait un colloque ou un sympo, enfin je ne sais pas, sur notamment comment allier les nourritures de demain, par exemple, pourquoi pas les grillons grillés, et puis quel vin pour aller avec ça, etc. Pour moi, alors, encore une fois, on est entre nous et il faut reconnaître que c'est une dimension un peu intellectuelle et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous. Donc oui, je pense que ça fait partie des choses. Quand maintenant on est dans une consommation d'alcool et qu'on est là dans des dimensions qui sont beaucoup plus addictives, pourquoi pas, etc., etc., parce que l'alcool n'est pas non plus un aliment, enfin, vous me direz, le sucre non plus, mais c'est quand même un aliment qui a des particularités, voilà, enfin, en tout cas, c'est un produit et qui a des particularités en termes d'addiction, etc. On est effectivement un petit peu à la frontière. Donc c'est vrai. Alors pour le reste, je crois que c'est Loïc et Françoise qui répondront. Est-ce qu'on a eu beaucoup de sollicitations sur l'alcool ? Je ne suis pas très sûr. Avoir passé, je ne pense pas. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas identifié effectivement à la lecture du programme voilà, de devoir y participer. Mais ça n'aurait pas choqué pour moi du tout. Peut-être parce que c'est de l'ordre de l'addiction, donc... Peut-être. Je sais pas. Oui, ou peut-être qu'il y a toujours cette idée d'alimentation qui exclurait peut-être tout ce qui est liquide. Je pense que ça peut jouer encore. Et puis parfois, il y a, j'allais dire, le hasard. Hein. Je discutais tout à l'heure, on n'a pas eu, par exemple, beaucoup de propositions sur le bio, alors que personnellement, je m'attendais à ce qu'on en ait un certain nombre parmi justement les tendances actuelles. Et donc, parfois, c'est juste là où qui voit et qui... se reconnaît dans un appel à communication. Ça peut on parlera du bio demain après-midi. Tout à fait. Avec la science dure, comme vous avez dit. Vous avez une autre question peut-être ? On est là. Dernière question. Ah bon, pas facile pour moi de répondre vite. Hein. Mais ça ne sera pas très long. En fait, c'est plus un commentaire. En fait, je vous remercie d'avoir établi un contexte de discussion et de dialogue entre les disciplines. Et je peux vous dire que je suis agréablement surpris que vous soyez aussi humble et ouvert. En fait, en 2009, à Montréal, on avait eu un petit workshop où M. Poulain, Jean-Pierre Poulain, avait été invité et il avait été très impressionné comment on avait réussi à créer un dialogue entre des acteurs de la santé publique d'Europe et du Québec autour d'une table. Et je peux vous dire que nous, ça s'est un peu tari. Le dialogue est assez difficile, à certains égards qu'on ne développera pas, mais je voulais vous remercier parce que je trouve que vous avez su montrer comment le regard interdisciplinaire est extraordinaire, difficile, mais éminemment riche pour penser à un objet aussi complexe que l'alimentation. Et je peux vous dire que si on avait eu des compliments il y a 12 ans, moi, je vous redonne le compliment aujourd'hui. Ben écoutez, je suis très touché et voilà. Et pour nous, c'est effectivement une tâche qui est très très difficile hein, d'essayer de... Parce qu'on a tous aussi, chacun dans notre domaine disciplinaire, notre façon de nous valoriser, on a le même problème, je vais vous dire, de façon très pratique. On a eu un programme, grâce d'ailleurs à l'université, où on a essayé justement d'amorcer une approche pluridisciplinaire pour des étudiants, des masters. Et en fait, aujourd'hui, on ne sait pas bien. Admettons, vous avez un étudiant en thèse. C'est très difficile pour lui, admettons que ce soit quelqu'un de sciences humaines et sociales ou, on va dire, de sciences biologiques. C'est très difficile. Il aura du mal aujourd'hui à valoriser cette action transdisciplinaire, même si dans l'esprit, ça lui aura beaucoup plu. Mais demain, quand on lui dit « qu'est-ce que tu as foutu ?» Bon, est-ce que tu as fait tel ou tel type de méthode, etc., culture cellulaire, type d'analyse, etc. Ah oui, mais qu'est-ce que tu as été faire avec les gens des SHS ? Finalement, c'est autant de papier en moins que tu as fait dans ton domaine, et donc ça te dessert. Et ça, c'est un véritable souci
qu'on a résolu de façon très simple. À vrai dire, quand on a eu ce programme, eh bien, on a eu un peu d'argent, donc on a eu 2 masters. On a eu un master qui s'est fait en sciences humaines et sociales avec notre collègue Isabelle Bianchi. Je ne sais pas si elle sera là aujourd'hui. Je pense qu'elle est voilà, sur les pôles. Donc voilà, elle doit être un peu frigorifiée. Et puis nous en avons eu une qui a travaillé dans notre domaine, puisque je suis affilié à une unité qui s'appelle Nutrition, Croissance et Cancer. On a fait un jour, on a fait du lien, mais en fait c'était beaucoup de la discussion comme aujourd'hui. On travaille, c'est notre volonté d'arriver à faire ça, et c'est pas simple. Et c'est pour ça que dans la réflexion, on est sur des bouquets finalement, voilà, on pense qu'en fait le projet peut être transdisciplinaire, mais ensuite il faut qu'il y ait peut-être plusieurs personnes qui trouveront chacun leur valorisation pour promouvoir cette approche pluridisciplinaire, transdisciplinaire, parce qu'on cherche aussi à pas faire du hamburger avec des stacks. On cherche à ce qui est que ça se mélange, et ça c'est vraiment pas simple. Enfin, c'est l'une de nos grandes thématiques à l'UHCA actuellement. Voilà. Merci encore pour votre regard.